Et je vous propose maintenant de parler d'une initiative qui pourrait avoir l'air d'une douce utopie, mais qui commence à faire des petits un petit peu partout. Ils font pousser des légumes, non pas dans leur potager, enfin quoique, si, pour certains, dans leur potager aussi, ou en plus, devant chez eux, dans des bacs, et laissent ces légumes à disposition de tous ceux qui en ont besoin. C'est un mouvement joyeux, généreux, un peu révolutionnaire aussi, quelque part, qui porte l'appellation incroyable comestible. C'est un mouvement qui s'inspire de son équivalent anglais Incredible Edible, un mouvement qui a été créé en 2008, un phénomène qui prend de l'ampleur, en France notamment, et puis en Belgique aussi, ces fruits et légumes en libre service, gratuits pour tous. À quoi ça vous fait penser? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que c'est une douce utopie ou quelque part vous vous dites que ça peut être le démarrage de quelque chose? Comment ça marche? Quel est l'intérêt de tout ça? Et puis surtout, quelles activités ce mouvement développe-t-il aujourd'hui dans le monde et chez nous? Eh bien, c'est de tout ça que je vous propose de parler avec vous qui nous écoutez. 02 737 37 27, www.lapremière.be, le Facebook La Première-NUA, et avec nos invités qui sont avec nous. Tout d'abord, inhabituellement, j'allais dire, la place aux hommes d'abord, parce qu'il est par téléphone. C'est François Rouillet. Bonjour François Rouillet. Bonjour Corinne. Vous êtes avec nous par téléphone depuis la France. Vous êtes conseiller en développement territorial et initiateur de ce mouvement Incredible Edible, incroyable comestible en France. Avec moi en direct, physiquement en studio à Bruxelles, il y a Sylvie Van de Merch pour les Incredible Edible Belgique. Bonjour. Bonjour Corinne. Et puis il y a également Christiane Smets. Bonjour Christiane. Bonjour Corinne. Vous êtes coordinatrice, quant à vous, de ce mouvement tel qu'il s'implante dans la région de Genappe. François Rouillet, une toute première question. Tout d'abord, vous êtes-vous un porteur hyper enthousiaste de tout ça? Vous n'êtes pas loin de dire que c'est carrément la révolution en marche. Mais pourquoi est-ce que ça vous enthousiasme à ce point, ce mouvement des incroyables comestibles? Eh bien, je dirais d'abord que c'est une très très bonne nouvelle pour tous les auditeurs de découvrir qu'il y a une méthode qui fonctionne, qui réussit partout où on l'entreprend. Et j'ai découvert il y a un an cette expérience qui est née à Todmorden dans le nord de l'Angleterre en 2008. Et depuis 3 ans que les Anglais avaient lancé le food to share, nourriture à partager dans les rues de la ville, eh bien ça s'est développé. Il y a 35 collectivités qui l'ont fait et ces habitants redécouvrent un nouvel art de vivre par le partage. C'est fabuleux, ça marche. Oui, ça marche chez nous, en Belgique aussi. Sylvie Van de Merch, il y a chez nous. Moi, je dois bien vous avouer que j'en ai pas encore vu beaucoup. Et pourtant, j'ai préparé ce dossier, donc j'ai ouvert les mirettes. Mais j'ai pas vu encore des bacs dans les rues ou dans les villes annonçant légumes à partager, servez-vous. Ça existe pourtant? Effectivement, on a démarré il y a 6 mois vraiment par quelques personnes qui ont commencé aussi du côté de Namur, de Philippeville, de Genappe bien sûr aussi. C'est en préparation, donc il y a une mise en place qui se fait par la construction des bacs, par maintenant la préparation des semis, puisque on doit aller vers le printemps. Et donc oui, ça ne se voit pas encore vraiment, mais il y a beaucoup de personnes actives qui sont là prêts à commencer le mouvement, et qui est tout aussi incroyable. Donc voilà, oui, il y a beaucoup de monde. Alors, de votre point de vue à vous, Christiane Smets, qui coordonnait ce mouvement-là sur Genappe en l'occurrence. Qu'est-ce qui a lancé l'initiative? Pourquoi cette envie-là? Vous êtes jardinière dans l'âme, vous aviez envie de partager tout ça? Mais je suis seulement jardinière, mais je suis d'abord en fait infirmière naturopathe depuis 30 ans. Et je donne des séminaires chez moi, on a une association, on travaille à plusieurs, et le but c'est l'autonomie au niveau de la santé, avec une grande sensibilisation bien sûr par rapport à la nourriture. Pour nous c'est la base de la santé. Et quand j'ai découvert il y a à peu près 8 mois Todmorden, j'ai dit c'est extraordinaire. Todmorden, c'est là où les choses ont démarré en Angleterre. Oui, tout à fait. Et j'invite tout le monde d'ailleurs d'aller voir sur YouTube le film. C'est vraiment, quand on voit ça, on peut qu'être émerveillé. Et là, j'ai eu la chance de connaître l'échevine de l'environnement, qui est une amie. Je lui ai montré. Je dis voilà, je voudrais faire ça à Genappe. J'ai rassemblé une équipe d'amis de toute génération. Ils ont tous été emballés et on s'est dit on y va. Et là, la chance a voulu qu'il y a eu en novembre, tout ça a suivi une semaine sur l'environnement à Genappe. Ils sont très actifs à Genappe. Et ça a embrayé. Et ils nous ont invités à donner la conférence qui clôturait la semaine. Et là, on a fait un franc succès. Et directement, il y a eu plein de gens qui ont dit on participe avec vous. Et là, maintenant, on est en train de discuter. Là, le bourgmestre nous reçoit samedi prochain
pour vraiment voir les autorisations, parce qu'il faut travailler avec les politiques, c'est évident. Et là, on est prêt à polliniser toute la commune de bacs. Enfin, il y a plein de projets. Il y a aussi un potager communautaire. Enfin voilà, il y a plein de projets. Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer jusqu'à 16h02 737 37 27 www.lapremière.be, le Facebook La Première-NUA, avec notamment vous aussi, François Rouillet, qui nous dirait en France notamment où énormément de choses se passent, quel mouvement, quelle ampleur ça prend, ce mouvement des incroyables comestibles. Comment ça s'organise et si on veut y participer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le fond philosophique de tout ça? Encore une fois, 02 737 37 27. On vous retrouve tout de suite, juste après ceci. NUA, vos questions et réactions 02 737 37 27 ou sur lapremière.be. Et ça te plaît de cultiver? Ah oui, ça j'adore. Ah, ça j'adore cultiver. Est-ce que ça te plaît de cultiver? Ça peut être une des motivations, peut-être. C'est un petit son qu'on est allé chercher sur YouTube où, vous le disiez, Christiane Smets, il y a énormément de petits films qui sont consacrés à ces initiatives Incredible, Edible un petit peu partout. François Rouillet, est-ce que c'est de la motivation essentielle pour mettre comme ça, se mettre à cultiver des légumes et les mettre en libre service? C'est simplement pour se faire plaisir parce qu'on aime mettre les mains dans la terre? François Rouillet? Il n'est plus là, François Rouillet, c'est pas grave. Si, il est là, François? Il est là. Voilà, dites-nous, François. Oui. La motivation essentielle à tout ça, à ces incroyables comestibles, c'est quoi? C'est le plaisir de mettre les mains dans la terre, comme on entendait ce petit garçon le dire à l'instant, ou c'est autre chose que ça? C'est vraiment le désir de redonner du sens dans notre vie par le partage, par la nourriture locale, par les coopérations solidaires sur les territoires, dans les communes, dans les villes. Juste un exemple, on a commencé dans notre village en Alsace, à Colleroy-la-Roche, et des voisins qui ne se connaissaient pas sont devenus des amis maintenant. On plante ensemble, on récolte ensemble, on cuisine ensemble et on fait la fête. D'accord. Alors expliquez-nous, parce que je voudrais reprendre quand même pour tous ceux qui ne connaissent pas l'aventure. Tout a démarré, on l'a dit, en Grande-Bretagne, à Todmorden. C'est où? C'est quoi? C'est une cité industrielle? C'est une cité qui a dû faire face à la crise et face à un problème en fait? Oui, alors en plus, ils sont dans les conditions les plus difficiles qu'on puisse imaginer. C'est au nord de Manchester, donc tout au nord de l'Angleterre, il fait froid, il pleut énormément là-bas, donc les conditions climatiques sont difficiles. Ce sont des anciennes cités industrielles qui ont subi la désindustrialisation, le déclin économique de façon drastique. Il y avait 25 000 habitants en 1900, il n'y en a plus que 14 000 aujourd'hui. On est obligé de murer les maisons. Donc avec la crise des subprimes en 2008, c'était vraiment le coup de grâce. Et là, une habitante, agent de développement, qui était au chômage, Marie Clear, a eu l'idée d'arracher ses rosiers et de planter des fruits et légumes pour se nourrir. Et elle l'a fait devant sa maison. Et elle a mis un petit écriteau, food to share, nourriture à partager. Elle est allée 50 mètres plus loin et à l'arrêt de bus, elle a planté un pied de rhubarbe et elle a remis food to share, nourriture à partager. Et son ami Pam Warhurst a vu ça, mais elle a dit mais c'est génial ton idée. Il faut qu'on fasse participer tout le monde. Donc ils ont organisé une réunion d'information avec les habitants, 60 personnes sont venues, et les deux femmes leur ont proposé, et si on devenait autosuffisant en produisant nous-mêmes notre alimentation locale, et le groupe a dit oui, et à la fin de l'année, il y avait 350 volontaires. La ville s'est lancée pour se transformer en jardin potager géant et gratuit, et elle s'est fixée comme objectif d'être 100% autonome du point de vue de son alimentation en 10 ans. Au bout de 3 ans, elle est arrivée à 83%. 83% d'autonomie alimentaire sur le plan des légumes. Et quoi? Et rien ne se paye, tout se partage? Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a d'une part des bacs gratuits partout dans la ville, de la nourriture à partager. Ce ne sont pas les bacs de centre-ville, les 70 bacs qui nourrissent les 15 000 habitants. Bah oui. C'est la reconnexion par les bacs de la nourriture à partager, par l'éducation qui est faite aux familles, aux enfants, de changer de comportement de consommation pour pouvoir se nourrir
en priorité avec les maraîchers locaux, les producteurs locaux, et donc sur un rayon de 50 miles, c'est-à-dire à 80 km à la ronde, les premiers gagnants, ce sont tous les petits producteurs locaux qui vendent en direct maintenant avec la population. Et qui vendent en direct comment? Par le biais de comptoirs qui se mettent en place, oui, par alors, des infrastructures? Ils ont développé, il y a un marché couvert, il y a des marchés aériens, et ils ont passé un accord, Incredible Edible, Todd Morden, ils ont passé un accord avec les familles, les populations et les producteurs locaux. Il y a des petits tableaux noirs où on écrit à la craie les produits qui viennent à moins de 50 miles à la ronde, les produits du jour, et les habitants, c'est ce qu'ils achètent en priorité. Ce qui fait que pour beaucoup de petits producteurs qui ont du mal à écouler leurs marchandises, et ça coûte très cher pour eux de trouver des points de vente, et bien là ils peuvent vendre 100% de leurs produits en direct, et vous avez une nourriture de qualité, c'est essentiellement de l'agroécologie, c'est de l'agriculture biologique, et donc grâce à cette démarche, cette cité industrielle qui était vraiment en déclin, elle est passée de 14 établissements d'hôtellerie-restauration à 25. On recrée des emplois. C'est vraiment une dynamique. On vient les visiter du monde entier. Ils ont inventé le tourisme comestible. Le tourisme comestible. Et vous me disiez, François Rouillet, que en France, où le mouvement commence à joliment s'implanter aussi, il y a même une démarche culturelle parfois qui vient s'associer à tout ça. Vous me parliez d'un exemple à Versailles, par exemple. Versailles, oui. Historiquement lié forcément à toute la splendeur et toutes les démarches culturelles aussi du Roi Soleil, où on va tenter de retrouver des légumes historiques cultivés à la cour de Louis XIV. Tout à fait. Il y a plus de 80 programmes qui ont démarré en France. Il y en a 1, 2 à 3 par jour qui rejoignent ce mouvement parce que ça fonctionne, parce que les gens sont heureux de vivre cette expérience d'abondance partagée qui donne du sens. Et effectivement, à Versailles, il y a un groupe d'habitants avec le soutien du Rotary dans la section des jeunes, s'appelle le Rotary en Action, Rotaract, 40 membres. Ils ont décidé de s'investir totalement pour retisser le lien social intergénérationnel dans la ville, et le maire a trouvé que c'était sympa, que ça avait du sens. Donc il fournit 50 bacs, la terre et les semences du potager du roi de Louis XIV. Ils ont des conventions de partenariat avec les clubs de seniors, avec les jeunes. Ils sont en train de construire les bacs, et au printemps, il y aura une grande fête dans les rues de Versailles avec les grands chefs étoilés, où on va cuisiner les soupes du partage, des incroyables comestibles. Voilà un peu une idée de la reconnexion de ce mouvement, et je pourrais parler des heures de tout ce qui se passe en France. Il suffit d'aller voir sur Internet. Voilà, c'est ça, sur Internet, parce qu'il y a les sites qui sont consacrés à ce mouvement, qu'ils soient français ou internationaux, incroyables comestibles, avec un joli petit plan, un mapping, comme on le dit, selon l'expression consacrée, qui permet de voir la multitude des activités qui se développent un tout petit peu partout. François Rouillet, vous restez avec nous, vous intervenez quand bon vous semble. Christian Smets ou Sylvie Van de Merch, en Belgique, chez nous, on l'a entendu, voilà, en France, les choses ont l'air tout d'un coup, de s'auto-générer, comme ça. C'est encore un petit peu timide, Sylvie Van de Merch, vous le disiez, chez nous, ici, en Belgique. Alors on imagine bien, on n'est pas dans la situation économique et post-industrielle que la Grande-Bretagne peut connaître, quoique, peut-être qu'il y a des régions qui ne sont pas sans comparaison. À Genappe, c'est peut-être davantage l'envie de tissu social qui a généré cette envie de lancer une initiative Incredible Edible. J'ai l'impression qu'il y a une multitude de portes d'entrée là-dedans, et que quelque part, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan même peut-être culturel ou alimentaire, sanitaire, chacun peut un petit peu y trouver son compte. C'est un peu ça ? Tout à fait, oui. Oui, parce que on peut faire intervenir aussi bien les écoles par l'apprentissage pour les enfants des produits à cultiver, comme on peut. Voilà, c'est très très ouvert. Ça donne beaucoup de possibilités, et c'est bien là la force du mouvement, à mon avis. Oui. La force, et puis peut-être la difficulté du mouvement aussi, parce que justement il y a un tel potentiel, une telle richesse de tas de choses. Par quoi est-ce qu'on commence ? Qu'est-ce qu'on fait ? Quelles sont les premières étapes ? Mais en fait, quand moi j'ai eu l'idée de le faire, je me dis, seul je peux pas y arriver. Donc, pour moi, je conseille de d'abord constituer un groupe de base qui s'entend bien et qui est vraiment motivé. Et après ça, c'est contacter la population et aussi les politiques. Bon, François, bonjour François, d'ailleurs j'en profite pour te dire bonjour. Mais
il nous avait conseillé aussi de prendre nos bêches, nos légumes, nos plantes et d'aller devant la pancarte de Genappe, faire une photo pour mettre sur YouTube, dit voilà, on se lance dans Incredible Edible, c'est un peu voilà notre logo, le logo international d'aller faire cette photo-là. Et puis très vite, on s'est dit il faut contacter la population, ce qu'on a fait, ça je le conseille aussi aux gens. Ça peut être par les journaux locaux, ça peut là, on va avoir une page dans le journal communal tous les mois où on peut annoncer ce qu'on fait. Et après ça, pour nous, ça a été la démarche de vraiment passer à l'acte, c'est-à-dire commencer à construire des bacs. Et y mettre des choses dedans, et cultiver. Là, on a commencé, évidemment, tout ça s'est passé aux grandes vacances, au mois d'août, etc. Donc là, on construit des bacs. Maintenant, on a fait des plans pour repérer dans la commune, parce qu'en fait, c'est pas uniquement les mettre devant chez soi, c'est les mettre partout. Donc, on essaie de trouver des endroits dans Genappe, très visibles, au centre de Genappe, dans des endroits où la population a facilement accès. Maintenant, là, le bourgmestre nous attend pour dire, je vous attends, avec toutes vos propositions. Il vous donne des espaces. On le voit samedi prochain, mais je pense que oui, parce qu'il est très ouvert, c'est quelqu'un qui est vraiment branché sur le bio aussi, mais surtout ce qui est en environnement. Mais alors, ce qui nous a fort motivé aussi, c'est l'autonomie, créer des liens. Alors, c'est extraordinaire, parce que moi, je vois des têtes que je connais depuis 30 ans à Genappe, mais je les connaissais pas. Et là, on se parle, on fait des choses ensemble, et ça crée une dynamique absolument extraordinaire. Donc là, notre objectif, c'est pour le printemps, de polliniser Genappe de plein de bacs, parce que là, à travers ça, on se fait connaître. Mais c'est beaucoup plus que les bacs. Les bacs, pour moi, c'est juste la porte d'entrée. D'accord. Mais à côté de ça, le but, c'est la collectivité, la conscientisation dont vous parliez dans le début. C'est sortir de l'impact de tous ces lobbies et de reprendre une alimentation saine, accessible pour tous. Mais c'est aussi développer les potagers et développer les légumes bio, rentrer dans une autonomie. C'est vraiment local. Ouais. Avec fondateur à la base de tout ça, cette notion de gratuité. 02 737 37 27. Je vous le rappelle, pour vos questions, vos suggestions, vos réactions à ce propos-là, ou bien le www.lapremière.be ou le Facebook La Première-NUA, parce que forcément, des sceptiques, il y en a. C'est Hazel notamment qui nous dit « Je mange des plats tout prêts parce que j'ai pas le temps de cuisiner et puis je ne sais jamais quand c'est mûr. Et de toute façon, c'est plus rapide et facile de tout acheter au supermarché. » Quitte à prendre le risque de casser un tout petit peu votre enthousiasme, il y a peut-être aussi des personnes qui sont pas prêtes à avoir envie de cultiver, de transformer, de mettre la main dans la terre. Oui, donc je rebondis. En même temps, ça répond aussi à ça, sur le fait que c'est ouvert donc c'est un mouvement citoyen, ça part du bas, ce qui implique beaucoup de professions, beaucoup de spécialisations, c'est la passion, c'est chacun apporte sa pierre à l'édifice, et donc mais il y a un système qui va se mettre en place où on va pouvoir apporter des cours de cuisine, où on va pouvoir justement conscientiser toutes ces personnes qui ont effectivement pas le temps, la vie elle fait qu'on peut pas cuisiner, mais on peut imaginer en termes moi je parle en termes de communication, des cours en ligne ou des renseignements, des infos qui vont être donnés. Donc chacun apporte un peu la pierre avec ce qu'il sait faire, avec ses capacités à lui, avec ce qu'il a envie de donner. Et on revient à nouveau à cette notion de partage. Et c'est ça qui fait que, oui, on va changer peut-être un petit peu les choses aussi avec ce mouvement-là. Et ça apporte des solutions de ce côté-là aussi. François Rouillet, vous avez entendu cette réaction dont je faisais témoignage de Hazel, qui mange des plats tout prêts parce que pas le temps de cuisiner, pas envie, et puis pas les connaissances, ni tout simplement l'envie pour le faire. Oui, tout à fait. Et personne n'est forcé de faire quoi que ce soit. C'est un mouvement libre, ouvert à chacun. On est face à un choix d'expérience de vie, donc de quoi voulons-nous faire l'expérience aujourd'hui ? Et est-ce que le système dans lequel on vit, du métro, boulot, dodo, etc., est satisfaisant ? Est-ce que vous avez une qualité de vie satisfaisante ? Ou est-ce que vous aspirez à un monde bienveillant ? Un monde éthique, un monde solidaire, un monde d'entraide, de soutien intergénérationnel, eh bien c'est ce qui se passe à Todmorden. Et je voudrais profiter de l'antenne pour dire aux élus locaux de Belgique et de France, regardez ce qui se passe à Todmorden. Dans le collège, au collège de Todmorden, les enfants apprennent l'agroécologie. Ils ont transformé la cour de récréation en jardin potager.
et ils produisent les fruits et légumes qu'ils mangent à la cantine. Et ce sont les enfants qui sont le moteur de ce mouvement. Quand vous confiez à un enfant la responsabilité d'un bac en ville pour produire des fruits et légumes en nourriture à partager pour des inconnus, les enfants, ils le font de manière naturelle. Pour eux, le partage, c'est naturel. Et ils aiment ça, ça crée du sens, ça crée du lien, et vraiment, pour les territoires, pour les populations, c'est formidable. Et vous avez là un potentiel illimité. D'ailleurs, la ville de Todmorden s'appelle maintenant Incredible Edible Todmorden Unlimited. Donc la ville a la créativité illimitée. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque j'imagine qu'on vous la pose souvent, cette question-là, mais de dégradation? Parce que si c'est offert comme ça, si c'est en service libre et gratuit, je sais, vous allez me dire, mais non, puisque c'est gratuit, on peut pas les voler, évidemment. Mais néanmoins, est-ce qu'il n'y a pas des dégradations? Ou est-ce qu'on est certain que ceux qui vont se servir dans ces légumes les consomment tout simplement et ne vont pas les revendre par ailleurs pour en faire un petit bénéfice? Corinne, on n'a pas de sûreté par rapport à ça. Mais moi, je dis toujours, il faut jouer le jeu et croire à tous les possibles. Si on commence à dire oui, mais on va saccager, on va les abîmer, mais on ne fait rien. Mais il faut savoir aussi qu'à Todmorden, ce qu'ils ont observé après 2-3 ans, il y a une baisse énorme de la criminalité. Donc c'était l'inverse. Ils sont rentrés dans le respect. Ce qui touche l'alimentaire touche tout le monde, n'importe qui. Et c'est comme s'il y avait un respect de la vie qui est en train de s'installer par rapport à ça. Moi, je joue la confiance. J'ai pas envie de rentrer là-dedans. Oui, Sylvie. Oui, et puis François. C'est de la co-création. Donc chacun produit lui-même ce qu'il met en avant. Donc les personnes ne vont plus l'abîmer. Oui. On le fabrique nous-mêmes. Et donc on est plus responsable. On est plus responsable. François Rouillet, sur cette question de dégradation ou de pillage, entre guillemets, vous avez vous aussi une lecture des choses? Ah oui, alors c'est un changement de regard qui conduit à un changement de réalité. C'est un changement de modèle de société. Et à Todmorden, juste un exemple, ils ont plusieurs bacs en ville qu'ils ont reliés entre eux et ils appellent ça la Green Route. Donc il y a des gens qui viennent visiter du monde entier à longueur d'année. Donc déjà, ça a redynamisé le commerce local, bien entendu. Mais toutes les parties s'impliquent le commissariat de police. Il y a 2 énormes bacs, je suis allé les voir à l'automne dernier, et des bacs de nourriture à partager qui sont cultivés par les policiers avec leur nom sur les petites ardoises. Regardez les photos sur Internet, c'est amusant. Les touristes viennent en priorité se prendre en photo devant les bacs de nourriture à partager qui sont cultivés par les policiers pour les habitants. Et donc, quand vous avez des policiers qui participent à une action éducative d'intérêt général, ça rassemble. Et du lien, ça rassemble. Et effectivement, Christiane le disait, il y a eu une baisse très très significative de l'incivilité et de la délinquance. Voilà, parce que comme ça appartient à tout le monde, il n'y a pas de raison d'aller détruire ce qui vous appartient à vous, peut-être aussi quelque part. Un petit tour par l'inforoute et puis on continue avec les auditeurs 02 737 37 27 à discuter de tout ceci. NUA, vos questions et réactions 02 737 37 27 ou sur lapremière.be. 02 737 37 27 www.lapremière.be, le Facebook La Première-NUA, bien entendu. On parle aujourd'hui de ce mouvement de gratuité, de mise à disposition gratuite de légumes qui s'appelle Incredible Edible ou Incroyable Comestible en français. Annette qui nous dit, avec la crise, l'autosuffisance alimentaire est en train de devenir une quête par nécessité. En Angleterre, en plus, l'épisode du nuage de cendres provoqué par le volcan islandais a alerté les consommateurs sur leur dépendance aux importations. Il n'y avait plus rien de frais à cette époque dans les rayons des supermarchés. C'est plutôt un témoignage ici de la manière dont les choses se sont lancées et implantées en Angleterre que nous fait Annette. Chez nous, c'est vrai, quelque part, en Belgique et même chez vous aussi, en France, François Rouillet, l'indépendance alimentaire, on se dit quelque part, les grands producteurs français ou belges, ils sont pas très loin des villes, donc les villes n'ont pas besoin d'être en autosuffisance alimentaire. Ça, c'est une erreur pour moi, Corinne, parce que j'ai lu un jour un article sur Paris et que s'il y avait, un gros cataclysme et tout, en fait, Paris n'avait que 3 semaines de réserve alimentaire. D'accord. Il faut savoir que mes grands-parents, ils étaient encore autonomes. Donc, très, très vite, on est rentré à tous les niveaux, dans un système de dépendance par rapport au lobby. Mais c'est une perte de notre liberté. Alors carrément. qu'il y a une tellement grande proximité, à quelques centaines de kilomètres, on est directement connecté avec les producteurs, qu'ils soient belges ou français. Complètement, mais on ne sait pas de quoi est fait demain. Donc en fait, je trouve capital de retrouver cette autonomie et c'est de là-bas que ça va partir pour sortir aussi de ce système où sans arrêt on fait monter les prix, de toute la pression des lobbies.
Et c'est une façon de retrouver vraiment notre économie réelle. Tout à fait. François Rouillet, par rapport à cette question de l'autosuffisance et de l'indépendance alimentaire, vous allez vous aussi dire que je suis naïve de penser que nous ne risquons pas de pénurie alimentaire dans nos villes européennes qui sont si proches finalement des campagnes productrices? Mais c'est tout le contraire qui se passe, c'est que tout est en circuit, en flux tendu sur les routes, dans les trains, les avions, les bateaux. Tout est mondialisé. Et donc, vous faites une omelette ce soir, il vous faut de la ciboulette, vous allez au supermarché, vous achetez une ciboulette, elle a fait 1000 kilomètres pour venir dans votre assiette, alors que le petit producteur local qui produit sa ciboulette, il a du mal à vendre la sienne. Mais ça, personne ne s'en occupe, on regarde pas, on se pose pas de questions. Et c'est ce qui s'est passé dans le Queensland, en Australie, il y a 2 ans, quand il y a eu les grandes inondations. Quand Christiane disait 3 semaines de stock, il y a moins de 3 semaines de stock dans les magasins. Il y a 4 jours de stock en ville dans les magasins. Tout est sur les routes. Et donc, avec les inondations du Queensland, en 48 heures, eh bien, tout était dévalisé. Donc, à partir du moment où les circuits d'approvisionnement sont coupés, la population est coupée de l'approvisionnement et on n'a plus de nourriture locale. Et bien maintenant, avec la démarche Incredible Edible, les incroyables comestibles, en coopérant directement avec les producteurs locaux, une nourriture de qualité, de proximité, effectivement, vous avez ce qu'on appelle des circuits courts. Oui. Et ce sont les circuits courts qui nous amènent vers cette autonomie alimentaire. Alors, plusieurs questions. Une sur le plan sanitaire de la culture en ville. On va venir avec cette personne qui nous attend par téléphone. Je lui demande encore de patienter un tout petit peu. Et puis une autre, Virginie, qui nous dit qu'elle trouve ça très intéressant comme idée, mais, demande-t-elle, qui prend en charge les coûts, même s'ils sont minimes? Construction des bacs, achat des graines, etc. Qui gère ça? Qui répond? En fait... Mais là, on demande au départ une petite participation de chacun. Mais là, hier soir, j'avais une réunion justement par rapport aux semis. Chacun regardait qui avait des graines qu'ils avaient récoltées eux-mêmes. Donc moi, j'en ai, donc les autres aussi. On partage déjà les graines. Et le reste, c'est vrai qu'au départ, mais on s'est dit, OK, on va acheter nous-mêmes un paquet par-ci, par-là. Pour les bacs, on a la chance d'avoir Didier qui a un atelier et qui a plein de boîtes de récupération, un atelier justement de menuiserie et qui a plein de boîtes de récupération, et on demande à chacun d'amener ses clous et ses vis. Donc il y a une mise de départ quand même généreuse entre guillemets, voilà. Chacun amène ce qu'il a. Exactement, mais il y a moyen aussi de rentrer à un moment donné dans une autosuffisance pour les graines, etc., c'est de vendre, par exemple, des confitures ou des choses au nom de Incredible Edible qui nous rapportent un petit fonds pour pouvoir, justement, l'année d'après, investir dans nos petits frais, quoi. Le réinvestir dans le système. Oui. Lydia, qui nous dit que pour assurer la pérennité, de ce fonctionnement-là, il faut s'assurer du principe que celui qui cueille doit aussi s'investir dans la production. Sinon, c'est pas du win-win, nous dit-elle. En fait, François Rouillet, j'imagine que le fondement même de fonctionnement de ces incroyables comestibles, c'est que on peut fournir pour tout le monde, mais par tout le monde aussi. Il faut vraiment un mouvement d'aller-retour. Oui, tout à fait. Ce qu'il faut voir dans le mouvement, c'est qu'on a une reconnexion. Et là, c'est là que la magie opère, une reconnexion à la terre nourricière et avec les gens entre eux. Et donc, vous posiez la question du coût. Quand nous avons construit le premier bac ici en Alsace à Colroy-la-Roche au mois d'avril l'année dernière, on a pris 2 palettes de récupération à la déchetterie, donc coût 0. Un voisin est venu nous aider à mettre de la terre, coût 0. Et quand on a commencé à planter, c'est des voisins qui sont venus nous proposer spontanément, de manière joyeuse, tiens, voilà des plaies de fraisiers, voilà des tomates, voilà des salades. Et l'échange a commencé. Et en fin de compte, depuis qu'on le fait, tout s'est fait quasiment dans du coût 0. Vous achetez une citrouille pour vous faire une soupe le soir, et vous récoltez les pépins, les semences de votre citrouille. Vous les faites germer. Vous savez combien il y a de semences dans une citrouille? Plusieurs centaines. Il y en a 120. Et ça fait 120 plants qui vont donner 3 fruits. Et à la fin de l'année, vous pouvez avoir 360 citrouilles. Alors si vous associez les enfants du village avec les collèges, comme on le fait dans plusieurs villes de France, eh bien vous pouvez obtenir des milliers de citrouilles avec quasiment rien. Donc voilà, à Todmorden, on réapprend aux enfants à récolter les semences. Oui. Il y avait cette personne par téléphone depuis tout à l'heure. Pardon de vous avoir fait tellement attendre. Bonjour. C'est Edmé. Bonjour madame. Bonjour Edmé, oui. Dites-nous. Moi j'habite une commune de Bruxelles, dans l'agglomération de Bruxelles, et un groupe d'habitants récemment
a évoqué la possibilité de faire, en fait c'est exactement ce que vous dites, cultiver des légumes dans les espaces de la commune. Mais l'objection qui a suivi, c'est que est-ce que ces légumes seraient comestibles compte tenu de la pollution, des gaz d'échappement, etc. Oui, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez quelqu'un qui peut répondre à la question. Eh bien, François Rouillet ou bien nos interlocutrices ici en studio, vous avez abordé, réfléchi à cet aspect-là des choses? Oui, alors moi je peux répondre que vous avez une exposition internationale qui circule dans toutes les grandes villes du monde, qui s'appelle Carrot City, qui est liée au développement, la nécessité de l'agriculture urbaine. Donc vous avez dans des grandes villes comme à New York, il y a plus de 700 potagers dans New York, et les Américains sont très exigeants sur la question de leurs normes de sécurité alimentaire. Avec la ville de Paris en ce moment, cette semaine, par exemple, dans le 14e arrondissement, l'adjointe à l'environnement reçoit les incroyables comestibles et cherche des toits plats de bâtiments publics parisiens pour faire des potagers de toiture, des potagers urbains. Bien entendu, on ne va pas mettre des bacs de légumes là où il y a un grand trafic automobile dans les rues, mais dans une ville, il y a quand même aussi des gens qui ont des jardiniers qui cultivent eux-mêmes, donc il y a des endroits qui sont préservés, et sur les toits, on arrive à avoir des endroits préservés, et puis surtout, on se reconnecte avec les AMAP de périphérie, on recrée les AMAP, ce sont les mouvements producteurs en circuit court. Oui. Edmé, est-ce que vous avez eu votre réponse? Parce que le temps file, il nous reste que quelques petites minutes. Oui, je vous remercie. Oui, merci beaucoup à vous pour cette question, Edmé. Il y en avait d'autres, encore des questions, et comme le temps file tellement vite. Mais oui, cette personne qui nous demandait quid des règlements communaux de gestion des espaces verts, et qui évoquait que dans le carré de terre de devant chez elle, des plants de potiron avaient poussé complètement par hasard, et que les plants en question ont été arrachés par des ouvriers communaux. Et là, visiblement, du côté de Genappe, mais aussi Tournai, qui est en train de publier sur notre page Facebook qu'une multitude d'initiatives vont arriver chez eux, il y a moyen de jouer le jeu avec les responsables communaux. Pour moi, c'est indispensable. Oui. C'est vraiment de collaborer. C'est vraiment demander un soutien. C'est pas de l'aide, c'est un soutien qui nous accompagne dans cette mouvance. Pour moi, c'est indispensable. Et c'est bien pour ça qu'il y a des personnes très dynamiques, notamment à Tournai, Tony et son équipe qui interpellent tous les élus locaux et qui les accompagnent aussi dans ce sens-là. Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas planter tout et n'importe quoi, n'importe où dans les espaces verts aujourd'hui. Oui, c'est ça. Il y a un moment où il faut un peu réglementer tout ça, mais ça se fait. Oui. Et nous, en tout cas aussi, il y a la qualité qui joue. Donc, on essaie quand même le plus bio possible. Donc, on va pas les planter n'importe où, là où il y a eu plein d'engrais ou de pesticides chimiques. Ça, c'est clair que là, on est attentif aussi. François Rouillet, quelque chose à ajouter ? Oui, bien sûr, je dirais que pour les amis belges, Marie Clear, qui a été l'initiatrice et cofondatrice du mouvement Incredible Edible à Todmorden, est invitée à l'Université de Liège le 8 mai prochain. Et donc, toute cette question des 4-5 années d'expérience de Todmorden, les personnes intéressées pourront rencontrer la fondatrice et puis poser des questions. Mais moi, je vous invite à aller à Todmorden pour vous rendre compte. On vient visiter du monde entier. Le prince Charles en personne est allé à Todmorden pour dire « Vous êtes le modèle d'avenir pour l'Angleterre ». Ceci dit, il y a peut-être un attachement aussi en Angleterre à la terre, au jardinage. Peut-être qu'il y a un aspect culturel qui joue aussi. Un tout dernier témoignage peut-être, c'est Julie sur notre page Facebook qui nous dit « Je suis architecte de jardin à Waterloo. Je passe mon temps à essayer de remettre les gens dans leur jardin. On leur met des bacs potagers, des condiments, des fleurs pour les abeilles et ça marche. On a tous besoin de retourner à la terre. Si je peux apporter mon aide, dit-elle, eh bien voilà, elle se propose de se mettre en contact avec vous. François Rouillet, un tout grand merci vraiment d'être venu partager ces quelques éléments-là. J'invite tous vos auditeurs à aller sur Internet voir les quantités de programmes, vous avez lesincroyablescomestibles.fr, regardez et faites-vous votre opinion et puis vous êtes tous les bienvenus. Eh bien voilà, et c'est vrai qu'il y a effectivement sur ce site officiel des incroyables comestibles le processus pour se lancer, les moyens expérimentés par d'autres pour que ça fonctionne, parce qu'on n'est pas rentré exactement dans tous les détails ici, mais j'imagine qu'il y a quand même un minimum de procédures à suivre pour inviter tout le monde à participer à tout ça et pour être convaincant dans sa démarche et partageur comme vous l'avez été avec nous ici. Merci beaucoup François Rouillet. Avec plaisir Corinne. Au revoir.
Merci à vous aussi qui étiez avec nous ici, toutes les deux en studio, Sylvie Van de Merch et Christiane Smets. On vous mentionne sur le site de la première, les pages consacrées à NUA, tous les liens éventuels vers ce mouvement, cette initiative des incroyables comestibles, ainsi que sur le Facebook La Première NUA.